Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue en mon nom, en celui des co-organisateurs, Sébastien Rouquette et Benjamin Van Wyck de Vries, et à tous ceux qui vont nous suivre et nous écouter tout au long de ces 2 journées. Et pour ouvrir ce colloque, je vais laisser la parole à Olivier Roche, qui est responsable du Challenge 4 de l'ICIT CAP 2025. Bonjour Olivier. Bonjour Viviane. Je te cède la parole. Je suis en ligne, c'est bon? C'est bon. Bien, je m'exprime en français, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Bien, bonjour à tous. Je suis Olivier Roche, l'animateur scientifique du Challenge 4 du projet ICIT CAP 2025. Je remercie d'abord tous les organisateurs de ce colloque, Viviane, Sébastien et Benjamin. C'est un événement important, je vais revenir là-dessus dans un instant. Viviane m'avait demandé de faire une intervention pour vous présenter brièvement, je serai très bref, le Challenge 4. Alors notre Challenge 4, ou défi scientifique, est un des 4 challenges du projet ICIT CAP 2025, qui est financé dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Et notre challenge scientifique porte sur les risques naturels catastrophiques et la vulnérabilité socio-économique. Et en ce sens, l'apport des disciplines des sciences humaines et sociales est absolument essentiel pour mieux définir la vulnérabilité et donc le risque en complément des études qui sont menées sur les aléas naturels. Lorsque le Challenge 4 a été créé il y a environ 4 ans, un des objectifs était de faire émerger des projets interdisciplinaires pilotés notamment par les représentants des sciences humaines et sociales du site clermontois et menés en collaboration avec les représentants des autres disciplines du site et avec des collaborateurs externes. Et en juger le contenu des présentations du colloque aujourd'hui et demain, je pense que cet objectif est atteint. Et en tant qu'animateur du Challenge 4, je suis très satisfait de voir que les projets que nous avons contribué à faire émerger depuis 4 ans apportent des résultats concrets et aboutissent pour présenter des résultats concrets sur des études sur les risques naturels. Donc voilà, en ce sens, je pense que le contrat est rempli. Or, bien sûr, ce n'est qu'un début. Nous espérons tous que le projet ICIT va être prolongé. Nous sommes dans une phase d'évaluation. Les évaluations seront faites en fin d'année. Nous connaîtrons les résultats en début d'année prochaine, 2022. Donc nous espérons tous que le résultat sera positif et que nous pourrons continuer à avoir des financements pour mener à bien des projets sur les risques naturels et notamment avec nos collègues des sciences humaines et sociales. C'est un point très important pour nous. Voilà, comme je l'avais dit, je serai très bref. Félicitations et merci encore aux organisateurs et je reste en ligne. J'assisterai à la plupart des présentations, pas toutes malheureusement. J'ai quelques contraintes, mais voilà, je suis très satisfait de voir que ce colloque puisse se concrétiser. Bonne journée à tous. Merci Olivier. Alors, je vais passer maintenant la parole à Sophie Chiari, qui est directrice de la MSH, de la Maison des Sciences de l'Homme, qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'ouvrir pour la MSH de Clermont-Ferrand cet événement Intersoc. Alors Intersoc pour interaction, risque et représentation socioculturelle. Alors ce colloque est coordonné par Viviane Allary pour le CELIS, Benjamin Van Wyck de Vries pour le LMV et Sébastien Rouquette pour Comsoc. C'est donc pour moi un parfait exemple d'interdisciplinarité à l'œuvre, puisque la littérature, les sciences de la communication et la volcanologie se retrouvent mêlées au sein d'un même colloque, retransmis en direct sur Teams et consacré à la représentation et à la perception des risques naturels. Alors, la MSH a accueilli bon nombre d'événements consacrés aux catastrophes naturelles et participe activement au Challenge 4 de l'ICIT CAP 2025 de Clermont-Ferrand sur les risques naturels catastrophiques et la vulnérabilité socio-économique. Le colloque qui se tient aujourd'hui et demain, au sein duquel on parlera BD, science-fiction, montagne, crues, épidémies, avalanches, éducation, que sais-je encore, est le fruit d'un dialogue fécond entre 2 laboratoires de sciences humaines et un laboratoire de sciences dites dures. Il est à mes yeux la preuve que l'interdisciplinarité, qui est le maître mot de la MSH, fonctionne parfaitement et aboutit à des événements, des ouvrages, des résultats à la fois solides, innovants
et prometteur du point de vue des SHS. Plus de 20 communications vont succéder en l'espace de 2 jours sur le risque naturel, examinées, on vient de le voir, sous des angles extrêmement variés, sur ses représentations, ses perceptions, par des conférenciers venus du monde entier. En regardant le programme, on voit le Maroc, Mexico, Haïti, le Cameroun, et aussi par des chercheurs et enseignants-chercheurs nationaux spécialisés dans ce domaine. Alors, ces 2 journées recoupent aussi parfaitement les 2 axes scientifiques de la MSH qui les accueillent virtuellement, à savoir territoire, environnement, adaptation pour le premier axe et rupture, révolution, innovation pour le second. Alors, je sais que l'organisation d'un tel événement numérique a été un défi de taille à relever et je vais dire ici toute mon admiration à ces organisateurs, à tous ceux qui ont œuvré pour que la technique soit aujourd'hui au rendez-vous. Et je vous souhaite à toutes et à tous 2 journées aussi stimulantes et agréables que fructueuses et innovantes. Alors, bons travaux, bons colloques. Merci à vous pour ce partenariat qui redonne à l'interdisciplinarité ses lettres de noblesse et qui montre combien le cloisonnement scientifique n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans les recherches relatives à la littérature, à la sociologie et à la géologie des risques naturels. Bons travaux à tous. Merci beaucoup, Sophie. Je cède la parole à présent à Bénédicte Mathios, directrice du CELIS, le centre de recherche sur les littératures et la sociopoétique. Merci Viviane. Bonjour à toutes et à tous. Je dirais que le projet ICIT Défi 4 au CELIS, c'est donc Viviane Allary qui l'a lancé la première en proposant effectivement ce travail interdisciplinaire avec d'autres laboratoires comme SOC et le LMV, avec les partenaires Sébastien Rouquette et Benjamin Van Wyk de Vries, désolé. La pluridisciplinarité qui présidait au départ a tendu de plus en plus et d'étape en étape depuis 2018 à l'interdisciplinarité autour d'un objet commun et polymorphe, les catastrophes naturelles, leur réalité physique, leur représentation, leur éventuelle anticipation et gestion, les dimensions en question étant interdépendantes. Donc depuis 4 ans, ces questionnements se sont développés au CELIS par le biais de recrutement, de travaux de publication en cours. Il y a un ouvrage en cours de publication aux presses universitaires Blaise Pascal. Depuis la fin mai, je dirais que nous assistons à un festival Défi 4 car nous avons pu reprendre nos manifestations au format hybride, comme on peut le constater aujourd'hui. Et il y a eu successivement une journée d'études concernant l'Antiquité et le Moyen-Âge sur la même thématique à la fin mai. Le présent colloque des 7 et 8 juin qui est sur le point qui est en train de démarrer. Et puis, dans la foulée, du 11 au 12 juin, le congrès de l'AGES, l'Association des germanistes de l'enseignement supérieur, sur les catastrophes naturelles également dans les pays germanophones. Nous aurions voulu faire un festival que nous n'aurions pas mieux réussi. Je crois qu'au départ, les dates étaient éparses et elles se trouvent toutes réunies sur une quinzaine de jours, voire une dizaine de jours. Tout en respectant sa propre pluridisciplinarité et interdisciplinarité, le CELIS a donc intégré l'importance littéraire, écocritique, sociopoétique d'une telle problématique et cette problématique qui d'ailleurs nous touche toutes et tous actuellement par le biais d'une pandémie considérée, si j'ai bien compris, comme également une catastrophe naturelle. Donc je veux sans plus occuper la parole, remercier très très sincèrement et pour l'ensemble des raisons déjà édictées à la fois scientifiques, techniques, le volontarisme aussi de ces 3 porteurs, Viviane Allary, Benjamin Van Wyk de Vries et Sébastien Rouquette. Je remercie l'AMSH pour l'accueil de ce colloque pluridisciplinaire, interdisciplinaire. Je remercie également
les participants dont j'aurai l'occasion que j'aurai l'occasion de rencontrer pour certains d'entre eux, notamment demain. Voilà, ce sera une grande chance pour moi, évidemment. Je vais rester à l'écoute. De la même manière, j'ai un certain nombre de contraintes, mais c'est avec plaisir et je vois donc voilà, la concrétisation d'un travail de longue haleine est tout à fait passionnant. Donc de très bons travaux à tous et merci à tous pour organisation et participation. Merci beaucoup, Bénédicte. Je vais à présent céder la parole à Timothy Wheaton qui est avec nous. Oui, je suis avec vous. J'espère que vous me voyez. Alors l'avantage de passer en quatrième, c'est qu'en fait, c'est que je vais reprendre un petit peu le... vous avez dit l'essentiel de ce que je voulais dire, donc Olivier, Sophie et Bénédicte. Donc je suis responsable du labo comme ça. J'ai pris cette responsabilité à la suite de celle de Sébastien Rouquette et je suis ravi de voir que les 3 labos donc arrivent en dépit d'une situation extrêmement difficile, extrêmement compliquée, donc à collaborer autour de ce projet. Et je pense qu'on disait Sophie que ça montre bien que l'interdisciplinarité implique un décloisonnement de la recherche et je crois que c'est un petit peu la marque de fabrique de l'UCA et on ne peut que s'en réjouir. Donc merci à vous 3, merci à Sébastien donc d'avoir continué ces travaux que tu as commencé lorsque tu étais responsable de Comsoc. Il ne me reste plus donc à vous souhaiter vraiment de passer 2 journées intéressante compte tenu des présentations qui seront faites. Et je vous souhaite bon courage parce qu'effectivement, c'est que organiser, continuer donc ces colloques dans la situation que nous connaissons, c'est difficile. Vous y êtes arrivés et je vous souhaite donc de tout cœur donc 2 journées intéressantes et qui sans doute vont ouvrir la voie à des collaborations futures extrêmement fructueuses. Voilà, et merci beaucoup. Merci Tim. Alors je vais céder la parole à Didier Laporte, s'il a réussi à se connecter ou s'il est avec nous, ou son représentant. Non, je pense que nous ne l'avons pas en ligne. Donc, je vais ouvrir ce colloque et je tiens tout d'abord à formuler des remerciements. Les premiers remerciements vont à Patrick Bachelery et Jean-Philippe Louis, qui ont œuvré les premiers pour que les sciences humaines et sociales et la Maison des sciences de l'homme intègrent le défi 4, le challenge 4. Il y avait, je me souviens, il y a 4 ans, de longs échanges entre les directeurs de labo, les membres intéressés et Patrick et Jean-Philippe. Je remercie la MSH pour l'accompagnement technique, audiovisuel et informatique, nos laboratoires respectifs évidemment, le service Université Culture, l'agence universitaire de la francophonie avec qui nous collaborons et qui nous suit, j'en suis sûre, et tous les participants qui ont accepté de se plier à cet exercice difficile de la communication scientifique en visioconférence. Je remercie les présidents de séance ainsi que nos postdocs et doctorants qui vont assurer la régie en collaboration avec notre prestataire Videlio. Ce colloque, c'est l'aboutissement, donc, comme cela a été dit, d'un programme qui a débuté en 2018, Interaction, risque et représentation socioculturelle, Intersoc, du challenge 4, risque naturel, catastrophique et vulnérabilité socio-économique.
Et ce programme, dès le départ, a réuni des chercheurs de disciplines vraiment différentes. Et à l'arrivée, ces disciplines se sont un petit peu élargies. Donc, géosciences, littérature, linguistique, volcanologie, sciences de la communication, évidemment, qui est un peu le pivot, hein, et a tenté nous avons tenté de créer des espaces d'échange entre disciplines, ce qui n'a pas toujours été facile, ce qui n'est pas facile, ce qui est parfois frustrant, mais c'est possible et c'est utile et c'est indispensable, nous le pensons, pour que la science avance. Chacune des journées d'études qui se sont succédées durant ces 3 années de ce programme qui s'est déroulé ont été consacrées à diverses facettes de cette interaction entre le risque, sa représentation et sa réception. Nous avons organisé une journée d'études autour de la résilience territoriale et la gestion du risque, une autre journée d'études sur la difficulté d'harmonisation des façons de voir et ou de faire face à une situation de risque naturel, et ensuite une autre journée et échange autour des retours d'expérience sur les stratégies et scénarios réduisant la vulnérabilité des sociétés. Et nous avons donc décidé finalement de clore ce programme par un retour aux problématiques de départ, mais évidemment avec un contenu beaucoup plus étoffé et des échanges interdisciplinaires qui rendent ce contenu beaucoup plus dense. Alors, la problématique de départ sur les représentations et les perceptions des risques naturels, quel que soit le risque volcanique, sismique, inondation, incendie et évidemment pandémique. Représentation et perception, c'est-à-dire que les représentations, l'étude des images, des discours produits autour d'un risque naturel et tout ce qu'il y a autour de leur réception. Et évidemment avec des approches et des regards différents mais complémentaires. Alors nous avons organisé ce colloque en 7 sessions. Cette première journée est assez dense et longue. Ce colloque est retransmis en direct via Teams Event. Nous espérons avoir un public nombreux. Pour les participants, évidemment, nous devons donc de respecter les horaires. Pour le public qui nous écoute, vous pouvez envoyer vos questions par chat et nous communiquerons vos questions aux intervenants. Et sans plus attendre, je pense, nous allons pouvoir commencer avec la première session de ce colloque. Et je vais laisser la parole à Sébastien Rouquette. Nous avons même un petit peu d'avance. Bon, tant mieux, on commence par de l'avance. Merci Viviane. Merci à toutes et à tous pour ces présentations liminaires. Alors, nous allons commencer par le premier atelier, perception des risques naturels. Alors, cet atelier matinal va commencer par une conférence inaugurale de Nicolas Verlinde. Je vais rapidement introduire cette conférence, poser des enjeux scientifiques de cette première présentation. Le titre de la conférence, de la perception du risque d'inondation aux propositions d'adaptation en territoire de côte basse densément peuplée. Il s'agit d'un risque qui est particulièrement important en France, le risque d'inondation. C'est un des risques les plus courants. Ce risque d'inondation, il est particulièrement important dans une zone densément peuplée, Dunkerque. Même si ce risque est important, la population n'est pas forcément sensible à ce risque-là. Comment sensibiliser la population? Comment faire en sorte que ce risque réel soit perçu comme un risque pour lequel il faille se prémunir, pour lequel il faut se préparer, prendre des mesures de prévention? C'est toute la question du travail qui était d'abord un travail de thèse de Nicolas Verlinde. Donc, une conférence qui, d'abord, porte sur une question centrale de ces 2 journées de colloque. Deuxième raison pour laquelle cette conférence est intéressante, c'est parce que
si c'est une thèse en géographie qui a été soutenue en 2018, c'est une thèse qui puise dans ses recherches, dans ses références scientifiques, dans ses explications, qui puise dans différents types d'explications et de disciplines. Thèse en géographie qui s'appuie sur des recherches en géographie, mais aussi en sociologie, en psychosociologie et en économie. Autrement dit, c'est une thèse qui est en elle-même interdisciplinaire et qui montre bien que lorsqu'on s'intéresse aux questions de perception, on ne peut pas le faire si on réduit son analyse à une seule façon d'aborder un problème ou une manière monorisque de gérer un problème. Enfin, donc une thèse sur la perception, une thèse qui se caractérise par son interdisciplinarité, une thèse dont les résultats ont été soulignés comme probants, une thèse qui a obtenu un prix de recherche par un auteur, Nicolas Verlaine, que je vais laisser se présenter, qui aujourd'hui travaille sur ces thématiques-là, ingénieur de recherche pour Mayan France. Et donc je suis très heureux de pouvoir laisser la parole donc désormais à Monsieur Nicolas Verlaine, que je laisse lui-même se présenter et nous faire l'explication de ses méthodologies et ses résultats concernant la sensibilisation au risque d'inondation, la perception qu'en a la population de Dunkerque. Ok. Alors, je vais. Nicolas, est-ce que vous nous entendez? nous avons un petit problème avec Nicolas. J'ai son numéro de téléphone. Pourtant, Nicolas avait fait des tests. Avait fait des tests, oui. Ça marchait bien. Oui. Nicolas, Sébastien, Rouquette à l'appareil, nous sommes en direct et nous attendons votre connexion. Ça y est. Voilà, ben, c'est le premier risque, c'était le risque d'intervenant qui nous fasse défaut, donc ce risque-là est géré pour la première fois. Là, bonjour. Nicolas, bonjour. On vous laisse la parole. Bah oui, j'étais là. Je vous prie de m'excuser. Je ne pouvais pas activer mon micro, je ne pouvais pas activer ma caméra, donc j'étais là, désemparé. J'ai déconnecté, j'ai reconnecté, tout va bien. Je suis Merci ici. beaucoup. Merci à vous pour cette introduction. Et je remercie déjà l'ensemble des participants du colloque de me donner l'opportunité de présenter mon travail aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Et le thème du colloque me parle considérablement, donc ça va être un vrai plaisir de vous présenter tout cela. Alors, je vais partager l'écran. Hop. Est-ce que c'est bon? Pleine page. Oui, c'est bon. C'est pas diapo. Voilà. Très bien. Voilà. Super. Donc, vous voyez bien le diapo en plein écran? Tout est OK? Alors. Parfait. Super. Bon. Donc, encore merci pour cette participation au colloque et pour le fait de me donner l'opportunité de présenter mon travail. Comme l'a indiqué Monsieur Rouquette, ma présentation s'intitule « De la perception des risques d'inondation aux propositions d'adaptation en territoire de côte basse densément peuplé », donc le cas de la communauté urbaine de Dunkerque.
Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc comme l'a indiqué M. Rouquet, se base essentiellement sur mon travail de thèse, mon travail de recherche que j'ai mené au sein de l'Université du Littoral Côte d'Opale et du laboratoire Territoire, Ville, Environnement et Société. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, je suis ingénieur de recherche pour le Centre de recherche appliquée Mayan, qui est spécialisé dans la réduction de la vulnérabilité et l'adaptation face aux risques climatiques. Donc, je vais commencer cette présentation en faisant un rapide focus sur mon cadre de recherche, le risque d'inondation et la perception, ce qu'on entend, ce qu'on met derrière. Et je vous présenterai ensuite le cas d'étude et la méthodologie que j'y ai menée. Donc, pour terminer par ensuite les enseignements issus de l'analyse de l'enquête que j'ai menée au sein de ce territoire et les applications envisageables pour réduire la vulnérabilité des populations. Alors, comme l'a indiqué M. Rouquet, effectivement, l'inondation est la plus courante et la plus destructrice des catastrophes d'origine naturelle dans le monde, et la France ne fait pas exception. Les territoires littoraux, côtiers et de basse altitude sont et seront davantage exposés au risque d'inondation dans les prochaines décennies à cause des conséquences du changement climatique. Et ceci est d'autant plus préoccupant que ces territoires sont de plus en plus attractifs, de plus en plus investis et de plus en plus peuplés. Et donc, mon travail de recherche interroge la place qu'occupe le risque d'inondation dans les esprits de celles et ceux qui, au quotidien, fréquentent ces territoires à forts enjeux. Dans le domaine des sciences du danger, que l'on appelle également les syndiniques, le risque est une notion complexe, qui est inhérente à la condition humaine et que l'on peut considérer selon une approche systémique. Traditionnellement, on considère le risque comme la probabilité d'occurrence de dommages compte tenu des interactions entre les processus physiques d'endommagement, que l'on appelle les aléas, et les facteurs de peuplement, la vulnérabilité. Et je m'intéresse plus particulièrement à un des facteurs déterminants de la vulnérabilité des populations, à savoir leur perception des risques auxquels ces populations sont exposées. Sur le plan scientifique, la perception du risque n'a pas une définition unique. Elle dépend de la compréhension personnelle du risque par les individus et on la considère généralement dans la littérature comme la probabilité perçue de subir un aléa plus les conséquences potentielles perçues. Cette perception du risque, elle peut être influencée par différents biais et différents facteurs d'ordre psychologique, cognitif, culturel, sociodémographique, géographique, etc., etc. Comme le montre le schéma suivant, la perception est influencée par de nombreux facteurs. C'est les formes rondes qui sont situées à l'intérieur, mais aussi par de nombreux biais, les formes carrées situées à l'extérieur. Par exemple, au niveau des facteurs, la perception des risques peut être influencée par la localisation spatiale, que l'on peut mesurer par exemple via la distance à l'aléa, mais également par les croyances environnementales, l'expérience vécue de l'aléa, la confiance envers les gestionnaires, l'âge, etc., etc. Donc, la perception des risques d'un individu est un facteur qui est déterminant de sa vulnérabilité face à ce risque, évidemment. On a, par exemple, une vulnérabilité à un risque, ça ne signifie pas qu'on aura la même vulnérabilité à un autre risque. Donc, de ce fait, en étudiant la perception d'un risque en menant une enquête, par exemple une enquête par questionnaire, il est possible d'identifier les facteurs d'influence de la perception qui seraient alors susceptibles de renforcer la vulnérabilité, comme par exemple une méconnaissance des spécificités de l'inondation ou une méconnaissance des consignes et des conduites à tenir en cas d'inondation. Et donc, une fois qu'on a identifié ces facteurs, on peut envisager avec les politiques publiques des pistes d'adaptation afin de diminuer la vulnérabilité des populations à ce risque. Et donc, c'est précisément l'objectif de mon travail de recherche. D'une part, d'enrichir les connaissances scientifiques à ce sujet, donc c'est-à-dire pour les sciences du danger, mais c'est surtout de proposer des pistes d'adaptation pour réduire la vulnérabilité des populations à l'inondation. Et c'est à cet effet que j'ai entrepris de mener un travail de terrain au travers d'une enquête auprès des populations. Et j'ai notamment orienté ce travail autour de 3 axes majeurs qui apparaissent à l'écran. Le premier, c'est la prise en compte du risque d'inondation par les populations et l'identification des facteurs qui vont influencer leur perception. Le second, ça va être le décalage entre les représentations du risque et des habitants
et les représentations du risque dites officielles, c'est-à-dire issues des zonages réglementaires du risque que l'on retrouve par exemple dans les PPRL, les plans de prévention des risques littoraux, ou les PPRI, plans de prévention des risques d'inondation. Et cet axe majeur de recherche, s'est mesuré notamment grâce à l'utilisation de cartes cognitives, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et finalement, le troisième axe, c'est de mesurer la disposition des personnes à contribuer financièrement pour se prémunir du risque d'inondation. C'est-à-dire en mesurant combien les habitants seraient prêts à payer par personne et par an pour se protéger dans le cadre de la taxe GEMAPI, donc de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Et j'ai choisi le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque pour mener cette enquête en 2016. Et vous allez comprendre en quoi ce territoire est tout indiqué pour une enquête de ce type. La communauté urbaine de Dunkerque, ou CUD, est un territoire qui est fortement anthropisé, urbanisé et qui est situé le long de la côte d'Opale, sur une côte basse qui est exposée aux effets du changement climatique. Ce territoire est un polder, c'est-à-dire qu'il est essentiellement composé de terres qui ont été gagnées sur la mer et les marécages via des techniques d'assèchement et des techniques d'endiguement. La topographie de ce territoire est basse, son altitude moyenne est inférieure à 2 mètres. Bref, une partie importante de ce territoire est située en dessous du niveau des plus hautes mers. L'assèchement de ce territoire et son endiguement furent notamment structurés à partir du XIIe siècle, entraînant la création des wateringues, un réseau de drainage composé de canaux qui couvrent l'ensemble du secteur de la CUD. Donc vous pouvez constater sur la cartographie de gauche, en fait, le réseau de wateringues qui quadrille vraiment tout le territoire. Et grâce à ce système qui est composé donc d'un vaste dispositif de drainage, mais également de portes à la mer, comme vous pouvez le voir sur les photographies, le territoire parvient chaque jour à réguler ses niveaux d'eau et se préserver chaque jour de l'invasion des eaux marines. Comme toutes les côtes basses d'Europe du Nord qui sont proches de la mer du Nord, le territoire de la CUD est donc particulièrement sensible aux ondes de tempête. Et cette zone est fortement exposée aux risques côtiers et notamment menacée par les inondations marines, comme vous vous en doutez. En effet, le territoire a été inondé en 1949 et en 1953 lors de la grande inondation de la mer du Nord qui entraîna de lourdes conséquences sur les côtes méridionales. Alors, durant ces deux événements, la digue des Alliés de Dunkerque fut brisée par la force des vagues, ce qui entraîna une inondation à l'intérieur des terres. Vous pouvez le constater sur les photographies à gauche. D'ailleurs, celle de 1953 fut la plus violente et causa des dégâts importants en provoquant 2 brèches dans la digue, respectivement de 120 mètres et de 200 mètres de long. Donc, ce qui est quand même conséquent sur un tel ouvrage. Et en plus de cela, il y a eu une érosion conséquente de la plage ainsi que des dunes. Par ailleurs, comme vous pouvez le voir sur les photographies de droite, les secteurs situés plus à l'intérieur de Dunkerque furent inondés parce qu'en fait, le canal exutoire et une autre partie de la digue furent submergés. Donc l'inondation eut notamment lieu à l'intérieur du territoire, au-delà des dégâts qui furent causés sur la digue et sur le front de mer directement. Pour autant, même si des travaux et des aménagements ont été faits depuis, le risque est encore présent. Des événements plus récents confirment l'exposition et la vulnérabilité de ce territoire au risque d'inondation. Comme vous pouvez le voir sur les photographies à gauche, on a l'épisode de 53, on a en 78, en 2007, en 2009, donc sur le même front de mer des autres événements constatés. Et encore plus récemment, lors de la tempête Xaver de 2013 et Egon de 2017, on a pu constater des niveaux d'eau exceptionnels sur la digue de Dunkerque, qui fut également endommagée au cours de la tempête. Donc les photos datent de 2013 avec la tempête Xaver. Et le sous-sol du Palais des Congrès de Dunkerque, qui s'appelle le Cursal, dont la façade arrière se situe sur la digue, fut en partie inondé. Et donc, en cas de conditions météorologiques extrêmes, des conditions défavorables ou d'agitation marine, le territoire peut être exposé d'une part à une submersion marine, mais également à une inondation urbaine ou des terres intérieures
qui pourrait être induite par un problème de drainage des polders d'air ou alors du système de porte à la mer. Mais également, on pourrait envisager un recul du trait de côte qui renforcerait la vulnérabilité du territoire au risque d'inondation. Et évidemment, ces trois possibilités, la probabilité que ces trois événements puissent se produire augmente avec les effets du changement climatique. Mais ce n'est pas tout, parce que le secteur est également exposé aux risques industriels et aux risques nucléaires. En effet, le territoire accueille 14 sites Seveso ainsi que la centrale nucléaire de Gravelines. Vous pouvez voir sur la carte les sites Seveso représentés par des triangles bleus ainsi que la centrale nucléaire qui est représentée par un triangle rouge. Cette situation entraîne une potentielle conjonction de risques de différentes natures et donc à prendre en considération sur ce territoire qui n'est pas juste exposé à l'inondation sur le plan des risques d'origine naturelle. Alors, parmi les travaux des recherches locaux menés par le collectif de chercheurs Irénée Svarterok, aucun ne portait sur la perception du risque d'inondation. C'est pourquoi, au regard des spécificités du contexte, j'ai décidé de mener une enquête de perception de ce risque auprès des habitants de ce territoire. Je vais vous apporter certains éléments méthodologiques. Donc, comme l'indiquait Monsieur Rouquette tout à l'heure, effectivement, j'ai opté pour une méthodologie qui est interdisciplinaire, c'est-à-dire essentiellement centrée sur la géographie humaine, mais appuyée par d'autres sciences, par d'autres disciplines comme la sociologie, la psychosociologie, donc presque fondamentale quand on s'intéresse à la question de la perception, mais également à l'économie. Le tout vraiment guidé par cette dominante un peu géographique. L'enquête que j'ai menée a été faite au sein de 5 terrains d'enquête qui sont représentatifs de la problématique inondation du territoire. Donc ces 5 territoires sont Rosendal, Malo-les-Bains, Le Grand Large, Les Moires et Petit-Fort-Philippe. Et chaque terrain possède ses spécificités par rapport au risque, ce qui permet vraiment de balayer un panel de situations importantes par rapport au risque d'inondation sur ce territoire, en prenant les plus probantes, les plus représentatives. Nous pourrons refaire un focus après sur le pourquoi de ces différents territoires et leurs spécificités respectives, si vous le désirez, durant la phase de questions. Sur le plan méthodologique, l'enquête que j'ai menée traite le sujet par un apport de données à la fois qualitatives et quantitatives. Donc le volet quantitatif réside surtout dans la passation du questionnaire et l'échantillon interrogé comporte 450 habitants répartis sur 5 terrains d'enquête que je viens de vous présenter. L'échantillon a été élaboré selon la méthode des quotas et est représentatif de la population du territoire. Sur le plan qualitatif, 26 entretiens semi-directifs ont été menés auprès de différents acteurs, institutionnels, privés, associatifs, ce qui a permis de renforcer l'analyse des résultats quantitatifs. Je vous parlais tout à l'heure des cartes cognitives, et donc voici à quoi elles ressemblaient. Elles étaient à l'échelle des terrains d'enquête et étaient présentées aux personnes à la fin du questionnaire. Donc pour que les personnes parviennent à se situer, je traçais une petite croix sur la carte en disant ben voilà, nous sommes chez vous, nous sommes d'ici. D'après vous, pouvez-vous m'entourer plutôt les zones que vous pensez concernées par le risque d'inondation? Donc leur présenter la carte en posant toujours la même question. Et les personnes venaient entourer les zones qu'elles pensaient concernées par le risque. Donc voici un exemple de carte complétée. Donc j'ai valorisé ensuite la zone en jaune parce que une fois toutes ces cartes complétées, j'ai compilé l'ensemble des réponses via un traitement informatique, ce qui a permis en fait de mettre en avant les zones que la population considérait comme étant le plus à risque. Évidemment, vous vous doutez que l'intérêt est ensuite de comparer ce zonage au zonage réglementaire. Donc, l'analyse des 450 questionnaires a permis de mettre 3 principaux résultats en lumière. 3 résultats majeurs qui sont en fait relatifs aux 3 axes que je vous ai décrits précédemment. Donc, je ne vous présenterai ici que les aspects les plus saillants de chacun. Le premier axe concerne ce que j'ai qualifié de la perception dissonante du risque d'inondation. Donc en fait, après analyse de l'enquête, on constate qu'il existe dans cette population, chez une majorité d'habitants, une perception du risque qui peut être qualifiée de dissonante. Alors par dissonante, je n'entends pas que la population a une mauvaise perception du risque, parce que cette perception est ce qu'elle est,
il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Mais c'est plutôt que cette perception, tout de même, elle donne une impression d'instabilité, de disharmonie par rapport à ce qu'elle devrait être pour pouvoir favoriser une meilleure réduction de la vulnérabilité et une meilleure adaptation de la population par rapport à ce risque d'inondation probant sur le territoire. Et cette perception dissonante, on l'observe d'ailleurs à travers 3 dimensions plus petites. La première porte sur la préoccupation pour ce risque d'inondation. Donc, les habitants sont globalement plus focalisés sur le risque de pollution et sur le fait de contracter une maladie grave que sur le risque d'inondation qu'ils craignent globalement peu. Vous pouvez observer sur le graphique que le risque d'inondation arrive en 6e position. La phrase en orange indique la question qui était posée. Et donc, ces résultats sont influencés par divers éléments, par des biais cognitifs, comme le biais de représentativité, ou encore par des facteurs d'influence, comme celui du panier de risque. Ce panier de risque qui correspond à une forme d'arbitrage effectué par les habitants parmi les risques qu'ils encourent. Ça se traduit en fait par une préoccupation plus directe pour les risques perçus comme une menace plus directe. Et dans l'autre cas, il ne s'agit pas, ou il s'agit peu, du risque d'inondation. La seconde dimension porte sur la posture d'attente qu'adopte la population vis-à-vis du risque d'inondation. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, la plupart adoptent un rapport qui est passif à l'information, à savoir que plus des 2/3 des habitants ne se sont pas renseignés à propos du risque d'inondation. Par ailleurs, comme le montre le graphique de droite, plus des 3/4 considèrent que les informations qu'on leur apporte à ce sujet sont insuffisantes. Donc ça signifie que la population est majoritairement en demande d'informations à ce sujet, mais également dans l'attente que cette information leur parvienne. Toujours en lien avec cette posture passive, on constate sur le graphique de gauche que presque l'intégralité des personnes n'a entrepris aucune démarche individuelle pour se protéger dans le risque d'inondation au sein de leur habitat. Et la troisième dimension de cette perception dissonante repose sur la culture du risque. Comme le montre le nuage de mots à gauche, les habitants perçoivent l'environnement côtier surtout pour les avantages que procure la mer. Le risque d'inondation n'est pratiquement jamais évoqué. Par ailleurs, comme le montre le graphique de droite, plus de la moitié d'entre eux ne savent pas que Dunkerque avait été inondée de manière très importante en 1953. Au niveau des consignes et des conduites à tenir en cas d'inondation, on constate sur ce graphique à gauche que les 3/4 ne les connaissent pas. Et concernant celui de droite, il montre qu'une majeure partie des habitants considèrent qu'ils vivent en zone inondable. Cependant, plus d'1/3 ne le pense pas ou alors l'ignorent, ce qui est une proportion importante au regard de la situation du territoire par rapport à ce risque. Et donc, en fait, de façon globale, cette culture du risque, elle apparaît peu favorable à une préoccupation à l'égard du risque et est donc susceptible de renforcer la vulnérabilité des habitants en cas d'inondation. Ces 3 dimensions, donc, faible préoccupation pour le risque, une posture passive d'attente et une culture du risque susceptible de renforcer la vulnérabilité, témoignent en fait de l'influence des facteurs de perception et de différents biais cognitifs chez les habitants. Mais bien que cela ne soit ni automatique et ni généralisé, une majorité d'habitants de ce territoire ont une perception dissonante du risque d'inondation, qui correspond en fait à une réaction classique de minimisation du risque sans le prendre en compte dans le quotidien. Le risque d'inondation est donc globalement peu pris en compte au sein de la population de ce territoire. Le second axe majeur repose sur l'analyse des cartes cognitives et porte sur la représentation spatiale du risque d'inondation. Alors la représentation, ça se situe dans la continuité de la perception. Et il s'agit d'un processus de matérialisation physique du risque, dans notre cas couché sur du papier, et qui découle de la perception des individus. Ce processus est globalement plus avancé et moins spontané que la perception. Et les résultats de l'analyse de ces cartes prouvent d'une part, une fois de plus, l'influence de la représentation sur la représentation des facteurs d'impact de la perception. Donc les facteurs d'impact de la perception du risque influencent directement la représentation, mais également les résultats montrent que il existe une dichotomie entre experts profanes qui est d'ailleurs fortement discutée en sciences indiniques, habituellement sur la perception, mais aujourd'hui, à travers les résultats, on voit que ça apparaît également dans la représentation.
Et donc, ces résultats signifient que la perception du risque d'une personne va influencer la façon dont elle va dessiner les zones inondables sur une carte. On le voit dans l'enquête, dans la façon dont les habitants dessinent les frontières entre les espaces sécurs et les espaces qu'ils considèrent à risque. En fait, dans le regard ordinaire de l'habitant lambda, la lecture de l'espace à risque est très basique. Et c'est ce que je vais vous montrer au travers des cartes. Donc voici dans un premier temps la carte cognitive qui représente une partie de Dunkerque, dont le front de mer et la digue des Alliés que vous avez évoqué tout à l'heure. Et c'est sur cette carte qu'une partie des personnes interrogées avait durant l'enquête, à la fin du questionnaire, et sur lesquelles elles devaient entourer les zones qu'elles considéraient inondables. Donc voici juste ensuite le zonage réglementaire issu du plan de prévention des risques littoraux Dunkerque-Bray-Dunes. C'est donc ici les zones inondables officielles réglementaires. Donc elles sont en grise, il n'y a pas d'intensité d'aléa allant du bleu au rouge, parce qu'en fait les personnes, quand elles entourent sur une carte, elles n'ont pas la possibilité de faire une intensité d'aléa. Donc pour effectuer le comparatif, j'ai retiré ici l'intensité d'aléa tout simplement. Et donc on va comparer maintenant ce zonage réglementaire avec les zones que les habitants considèrent inondables. Hop. Donc vous voyez, plus les zones sont foncées, plus les zones ont été entourées de manière récurrente par les habitants. Et donc on constate que la plupart des personnes considèrent que les zones en front de mer, qui sont situées au nord de la carte, sont les principales zones exposées. La mer est donc perçue comme la principale source de danger. Et que ce soit en termes de localisation ou de superficie, on voit qu'il y a vraiment un écart important entre les zones réglementaires et la représentation des habitants. Cette vision, elle est donc bien différente de celle des experts. Et réduire cette différence de représentation, de perception, pourrait être en fait profitable à l'acceptation de la politique publique de gestion du risque et à la connaissance du risque, mais également au renforcement des liens de confiance entre la population et les gestionnaires, qui est un facteur très important en perception du risque. Cependant, il convient quand même d'être vigilant vis-à-vis de ce zonage réglementaire parce qu'il est bâti sur un scénario, en l'occurrence un scénario de référence du PPRL, l'inondation de 53, et ce n'est pas le seul scénario envisageable. Donc le territoire pourrait être inondé également d'une autre manière. Mais bon, à un moment donné, il faut statuer, retenir un scénario, et c'est celui-ci qui est retenu. Toujours est-il qu'on constate un décalage important entre les représentations des habitants et celles des experts. Concernant le troisième axe de résultats, les résultats montrent que la majorité des habitants est prête à participer financièrement à la prévention du risque d'inondation. Cette décision de participer financièrement et le montant consenti sont influencés par de nombreux facteurs, comme vous pouvez le constater sur ce schéma. Et la population se répartit en 4 groupes que je vais vous présenter rapidement. Il est intéressant de noter qu'en fait, parmi les 4 groupes, 2 facteurs récurrents sont toujours probants et vraiment influents dans le fait de payer ou non pour se protéger du risque. Ce sont les facteurs de statut social, qui comprennent le niveau de revenu, la composition du foyer, etc., mais également la confiance envers les gestionnaires du risque. Alors voici un schéma qui synthétise les 4 groupes. Et on constate qu'en fait, chaque groupe possède ces mécanismes de participation financière qui se rattachent à différents facteurs de perception du risque. Et donc, en fait, les membres d'un même groupe vont partager des sensibilités à certains facteurs de perception. Par exemple, le groupe en haut à gauche des résidents est particulièrement sensible à l'expérience du risque, au fait de l'avoir vécu l'inondation ou non, mais également à la confiance envers les gestionnaires, comme la plupart des groupes de toute manière. Et donc, les membres d'un même groupe vont partager des sensibilités à certains facteurs de perception qui vont agir comme des leviers pouvant augmenter ou diminuer le consentement à payer. Donc, ces groupes sont les résidents, les préoccupés, les ancrés et les engagés. Et vous pouvez observer l'intervalle de montant situé à l'intérieur auprès du consentement à payer. L'intervalle de montant que chaque groupe était prêt à payer. Et l'analyse révèle globalement une absence de solidarité entre tous ces habitants, mais aussi une vulnérabilité au risque et des capacités d'adaptation et de résilience qui vont varier selon les groupes. De façon globale, les résidents et les préoccupés sont plus vulnérables et moins résilients que les ancrés et les engagés. Alors, comment favoriser l'adaptation des populations face au risque d'inondation une fois qu'on a tous ces résultats? Eh bien, dans un premier temps, je propose 4 pistes d'adaptation pour la politique locale de gestion du risque d'inondation.
afin qu'elle soit plus en cohérence avec les besoins et les enjeux de la population. Le premier porte sur l'acculturation de la population à travers le lancement d'une campagne d'information et de sensibilisation à l'échelle collective, mais également à l'échelle des foyers. Pourquoi pas directement avec un médiateur. Le second levier porte sur la variation des supports de communication, en privilégiant les médias traditionnels, presse, télé, radio, mais également en considérant les nouveaux vecteurs de communication plus modernes. Je pense aux réseaux sociaux, à différents types d'applications mobiles, etc., etc. Le troisième levier porte sur la participation des habitants au travers des instances publiques, mais également des actions collectives. Et l'analyse des résultats indique qu'une majorité d'habitants se déclarent prêts à y participer, bien que ce soit du déclaratif. Donc, il y a toujours un pourcentage, entre guillemets, de pertes quand il s'agit de passer à l'action. Mais cela dit, le pourcentage reste intéressant. Et enfin, le quatrième levier concerne le développement des liens de confiance entre les habitants et les gestionnaires, qui pourrait être renforcé par une plus grande visibilité des actions qui ont été menées pour se prémunir du risque, mais aussi par une campagne de sensibilisation des habitants, comme je l'ai proposé dans le premier levier. Et donc, pour chaque projet mis en place, il est fondamental, en fait, pour les habitants, de favoriser la communication, les interactions et le dialogue, au-delà de la presse, pour pouvoir favoriser leur adhésion et ne pas dégrader les liens de confiance qui sont précieux en termes de gestion du risque et de perception du risque. Mais au-delà de proposer ces pistes d'adaptation, suite à cette étude, je m'inscris aujourd'hui concrètement dans une démarche de réduction des vulnérabilités à l'inondation en tant qu'ingénieur de recherche pour le Centre de recherche appliquée Mayan. Alors en effet, l'activité du centre est dédiée au développement de solutions face aux risques d'inondation et aux autres risques climatiques pour les populations. Et 3 missions sont menées dans le cadre de cette démarche. La première est de favoriser la connaissance et la conscience des risques climatiques par la communication et la valorisation scientifique. Deuxièmement, en accompagnant les collectivités dans la gestion du risque, des risques climatiques et l'anticipation des crises. Et la troisième mission consiste en la réduction de l'exposition au risque par des diagnostics de vulnérabilité à toutes les échelles, c'est-à-dire de la plus large échelle à la plus petite. Ça peut être de l'échelle territoriale jusqu'au petit appartement du particulier. Et en fait, au sein de ce centre de recherche appliquée, on est aujourd'hui capable d'intervenir sur des larges périmètres pour déterminer les zones à risque et d'agir spécifiquement sur les enjeux qu'on identifie. Et je vais vous présenter plus concrètement et dans les grandes lignes la démarche de réalisation des diagnostics de vulnérabilité. Alors, ces diagnostics sont toujours réalisés en partenariat et pour le compte de collectivités, comme par exemple la communauté d'agglomération de Cannes, Pays de l'Airain, la ville de Nîmes, Nantes Métropole, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, etc., etc. Les diagnostics sont effectués sur des biens. Donc, ils sont effectués in situ, ce qui implique de se rendre sur place en présence d'un géomètre expert pour qu'il effectue des relevés techniques. Ça comprend des levées topographiques, par exemple, pendant que nous réalisons le diagnostic. Alors, ce diagnostic peut être effectué auprès de particuliers, de chefs d'entreprise, de bâtiments publics, etc., etc. Évidemment, les particuliers, les responsables d'entreprise ou de structure sont présents durant le diagnostic, car nous analysons les vulnérabilités sur le plan structurel, mais aussi sur le plan organisationnel, ce qui comprend les aspects humains. Au niveau structurel, ça consiste à relever les différents enjeux qui sont relatifs à l'inondation. C'est par exemple les éléments sensibles à la montée des eaux, comme la nature des matériaux de construction, les réseaux électriques, les réseaux d'assainissement, la présence d'aération basse qui pourrait laisser rentrer l'eau à l'intérieur du bien, la hauteur et la largeur des ouvrants, les portes et les fenêtres, ou aussi les objets flottants situés à l'extérieur sur les parcelles. Et au niveau humain, cette analyse de la vulnérabilité, elle repose surtout sur l'expérience du risque, et je suis actuellement en train de développer une approche pour qu'elle soit davantage orientée sur d'autres aspects de la perception des risques, au-delà de l'expérience et des témoignages, etc. Et donc, une fois qu'on a effectué cette visite de diagnostic, nous mettons en perspective les éléments relevés avec les relevés techniques, comme les levées topographiques que l'on vient croiser avec les données officielles, des PPRI, des PPRL, ce qui nous permet en fait de constater si le bien est inondable ou pas, et donc de définir son niveau de vulnérabilité par rapport aux hauteurs d'eau retenues.
Suite au diagnostic effectué et selon les résultats, des préconisations de mesures de réduction de la vulnérabilité sont effectuées si nécessaire. Donc typiquement, au niveau des mesures structurelles, ça peut servir d'installer des bâtards d'eau ou de préconiser donc d'installer des bâtards d'eau ou des clapets anti-retour, d'intervenir sur les réseaux électriques pour pouvoir mettre hors d'eau les équipements sensibles, d'installer une pompe vide-cave, etc., etc. Donc, il faut savoir que toutes les mesures qu'on préconise ne sont pas obligatoires, mais vivement conseillées, et qu'elles font l'objet d'un financement public à hauteur généralement de 80% du montant des travaux. Mais cela dépend évidemment de la nature du bien et également si on intervient chez un particulier, une entreprise ou un bâtiment public. Et donc, finalement, on va remettre ce diagnostic aux bénéficiaires et on les accompagne dans la mise en place des mesures s'ils le désirent. Donc, pour les démarches administratives, le montage des dossiers de financement, etc., etc. Et il est à noter qu'au-delà des préconisations qu'on effectue, on fait également des actions de communication, de sensibilisation des populations. Nous intervenons dans des instances publiques, etc., etc. Donc, on voit vraiment que cette démarche d'accompagnement de réduction de la vulnérabilité, elle est faite dans toutes les étapes du dispositif pour un accompagnement complet des populations et une réduction concrète de la vulnérabilité à l'aléa. Cette démarche que je vous présente, elle est évidemment en perpétuelle évolution. C'est un processus que l'on peut considérer itératif, qui nous permet, après chaque session de terrain, d'en tirer des enseignements et de s'adapter pour tenter de faire mieux le coup d'après. Et à ce jour, nous avons effectué plusieurs milliers de diagnostics. Et notre projet, c'est aussi, au-delà de continuer à en faire, de réussir à analyser ce panel de diagnostics qui représente plusieurs milliers vraiment de dossiers et de le valoriser au travers de notre démarche. Surtout pour pouvoir permettre de faire progresser l'état de l'art dans le domaine de la perception des risques, mais aussi des sciences syndiniques en règle générale. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et vous pouvez, si vous avez besoin de me contacter, trouver mes coordonnées sur cette dernière slide. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie Nicolas pour cette présentation qui était extrêmement claire et qui faisait un tour assez complet de la façon de traiter un risque en SHS, en partant des perceptions aux préconisations, ce qui quand même qui montre qu'il y a une dimension appliquée. Alors désormais plus à vos recherches, mais votre recherche a conduit quand même à des dimensions appliquées ensuite. Donc je vais laisser la parole à la salle virtuelle, au public. Alors, vous pouvez intervenir et poser des questions de deux façons. Moi, je n'ai pas accès. C'est Benjamin qui a le. Alors, soit vous posez des questions par écrit au chat, et puis moi, je lirai les questions. Soit vous pouvez lever la main également. Moi, il faut que je ne vois pas l'ordi. Viviane. C'est Benjamin qui va te donner le chat. Le chat, ça va, mais moi, il faudrait, Viviane, que tu me donnes les mains levées, parce que je ne suis pas dans la réunion, moi. D'accord. Donc, vous levez une main ou vous posez une question via le chat. Entre-temps, on peut commencer avec une question que j'ai sur le chat interne d'une certaine Viviane Allary. Je peux le lire, mais non, vas-y. Je vais le lire. Peut-on parler de déni? Comment expliquer qu'il n'y ait pas de transmission d'une génération à l'autre de ces catastrophes? Suivez-nous. Je réponds tout de suite. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler de déni? Pas dans le sens où vous vous souvenez le biais que vous m'entendez bien? Oui. Ça va. C'est pas vraiment du déni, mais c'est plutôt par rapport à, dans ma vision des choses. Comme il s'agit du panier de risque, il y a une forme d'arbitrage qui est effectué. Donc effectivement, les personnes sont plus généralement inquiètes par ce risque industriel et nucléaire qui est plus probant, plus visible, ce risque de contracter une maladie, ce risque de pollution. Et donc en fait, pour les personnes, ce serait pas vivable de s'intéresser au même niveau à tous les risques parce qu'elles seraient toujours en train d'y penser parce qu'il y en a plusieurs sur ce territoire, comme vous pouvez le constater. Et donc en fait, ce facteur de perception qui est en soi également une forme de biais cognitif, s'effectue et un tri est effectué. Donc en fait, oui, peut-être que c'est une forme de déni, mais ce n'est pas fait de manière volontaire.
Et en fait, on le constate à ce niveau-là, au niveau des résultats, mais on le constate également au niveau des cartes cognitives, parce que je n'ai pas pu tout vous présenter, mais en fait, je présentais 2 cartes cognitives à chaque personne à l'issue de l'enquête, une à une échelle plus large, et à l'échelle du périmètre de la CUD en entier, et une à l'échelle de leur terrain d'enquête. Et en fait, généralement, les personnes considéraient que le secteur dans lequel ils habitent, à une large échelle au niveau de la CUD, ils étaient en zone inondable. Et en fait, quand on allait à une échelle plus restreinte, c'est-à-dire où on pouvait observer leur habitation, on voyait que les personnes avaient moins tendance à entourer leur logement. Donc effectivement, ça se retrouve classiquement en perception du risque. C'est le risque, oui, il y en a, mais pas chez moi. Donc forme de déni, c'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais enfin vraiment le qualifier tel quel. Mais toujours est-il qu'il y a des biais cognitifs qui font que oui, d'une façon ou d'une autre, on a tendance à sélectionner un peu les risques pour lesquels on s'inquiète prioritairement, de manière consciente ou inconsciente. Et comment expliquer qu'il n'y ait pas de transmission d'une génération à l'autre des catastrophes survenues? Eh bien, pour ce cas d'étude, je dirais que cette inondation vraiment importante, ce scénario de référence sur lequel se base le PPRL, le PPRI, date de 1953. Donc ça date quand même beaucoup à l'échelle d'une vie. Aujourd'hui, 2021 à 2053, bon, les personnes qui ont vécu cette inondation sont peu nombreuses. J'en ai rencontré dans le cadre de mon enquête, évidemment. Et étant donné que ce n'est pas le risque qui inquiète également le plus la population, eh ben, il n'y a pas vraiment cette transmission qui pourrait se faire de manière un peu informelle au sein des foyers. Et c'est justement l'enjeu, c'est de pouvoir conserver cette mémoire du risque qui tend à disparaître. Et pour l'inondation, elle a tendance également à disparaître de manière importante, plus que certains autres risques. Et l'enjeu, c'est justement de favoriser cette mémoire du risque par l'organisation d'événements type exposition, valorisation à travers peut-être des réunions de quartier, des choses comme ça. Donc c'est un travail qui, je pense, devrait être mené, que je n'ai pas encore eu l'occasion de mener, que d'interroger, d'interviewer, mener des entretiens approfondis avec les personnes ayant vécu cet événement de référence pour pouvoir ensuite le valoriser auprès des populations. Mais c'est tout l'enjeu de le faire, d'améliorer cette culture du risque. Si je puis ajouter quelque chose, est-ce que c'est dû aussi, ce manque de mémoire, au fait que la population est mobile, que ce n'est pas une population, enfin, est-ce que c'est la sociologie des habitants, de la population qui est sur place ou non? Alors, je pense que si c'était un territoire à forte mobilité, ça pourrait s'expliquer, effectivement, je vous rejoins, mais les dernières données dont je dispose, la population, justement, au sein de la communauté urbaine de Dunkerque, il y a un problème, justement, de captation des jeunes populations, et donc la population tend à vieillir un peu, et au contraire, il n'y a pas vraiment un, entre guillemets, réassort de population ou changement de population qui est conséquent. Et donc, je ne peux pas l'expliquer de cette façon-là. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez, n'hésitez pas à lever la petite main électronique ou à poser votre question dans le chat, dans la conversation. En attendant, je vais du coup poser une question à la... Ah, moi je ne vois pas. Oui, je n'ai pas reçu la question, donc comme Pascal, tu es là, peut-être... Oui. Il faut que tu viennes... Pascal, il faudrait que tu viennes au micro, s'il te plaît. Pourquoi tu ne reçois pas le chat? Je ne sais pas. Ni un chat, ni l'autre. Alors, question de Pascal Dièvre, gestionnaire. Merci pour cette intervention. Moi, j'avais 2 petites questions. Une question sur la science des dangers, la syndinique. Quelle référence vous avez lorsque vous mobilisez ces travaux? Est-ce que c'est les travaux de Kervern? Et puis, deuxième question, c'est quel lien vous faites entre le paradigme de la vulnérabilité et les syndiniques? Merci bien. Alors, concernant les références, généralement, la littérature anglophone est d'un secours précieux, notamment sur ces questions, même si bon, on a des auteurs français sur lesquels je me suis beaucoup appuyé. Je pense par exemple à Patrick Pigeon, à Frédéric Vinet, donc spécifiquement à l'inondation, à Madame Glatron, Catherine Meurferec, Eddy Gonner-Gianella, Hervé Flancard également, mon directeur de thèse, donc spécialisé dans cette question des perceptions. Après, au niveau de la littérature anglophone, on peut citer Kellen, Saher, Namad,
Brown, Bailey, Krouek, enfin, il y en a toute une flopée et je vous invite à consulter les références biblio relatives à mon travail de thèse qui est disponible, où vraiment le cadre de référence est large et demande justement d'explorer un peu plus loin, entre guillemets, que la géographie. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de références qui sont également liées à la psychosociologie, notamment quand je présente les différents biais. Donc, je pourrais après vous parler de chacun de manière plus détaillée en vous donnant les références spécifiques à chaque élément concernant la perception. Mais voilà, toutes les références que j'utilise sont à disposition dans mon travail. Et la seconde question, c'était par rapport au paradigme de la vulnérabilité relatif à la perception, comment il intervient. Moi, je me suis basé dans l'utilisation de la perception pour ce travail, donc il y a d'autres manières de procéder, hein, mais vraiment en considérant que cette perception des risques était un élément clairement identifié dans la vulnérabilité. C'est-à-dire que dans la vulnérabilité, selon les définitions et les approches, on peut avoir différents facteurs de vulnérabilité. Et moi, l'approche dans laquelle je me suis basé, c'est en intégrant cette perception du risque en tant qu'élément à part entière pour cette vulnérabilité. Et cet aspect-là, on le trouve notamment dans les travaux d'HDR de Catherine Murphy-Rek, je pense, qui a été soutenu en 2006, qui met vraiment en avant cet aspect-là, et dans lequel je me suis retrouvé, et donc j'ai décidé d'intégrer clairement cette perception dans ce paradigme. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? La réponse de Pascal est oui, ça répond très bien à sa question. Bon, super. Oui. J'ai une question de Eva Boisson qui dit « Bonjour, j'aurais aimé savoir comment, selon vous, la culture de risque est transmise aux habitants. Comment sont-ils au courant de ce risque? Est-ce que par le biais de la réglementation, des médias ?» Ok. Il y a différentes manières de procéder pour cette transmission de culture des risques. Et en fait, selon les cas d'études, selon les cultures également, eh bien, en fait, on va avoir une transmission qui va parfois être de l'ordre plutôt du foyer, plutôt de l'ordre de l'interpersonnel. Donc vraiment, c'est une transmission qui est effectuée au sein même des populations par les populations. Et donc, ce qui permet déjà de transmettre des éléments de culture du risque qui sont probants, qui permettent de transmettre ce savoir, mais tout du moins pour le cas d'étude dans lequel que j'ai étudié, eh bien effectivement, je pense qu'il est aujourd'hui indispensable parce qu'on voit bien que dans ce cas d'étude, et je pense de notre culture de manière générale, cette transmission n'est pas faite de manière informelle, de formaliser un peu les choses. Ce qui n'est pas toujours bien accueilli, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir à la façon dont on le fait et transmettre cette culture du risque de manière un peu plus peut-être formelle, donc à travers justement les outils réglementaires, mais qui ne sont pas, entre guillemets, toujours très glamour pour l'habitant lambda, donc de pouvoir essayer de trouver peut-être des moyens un peu plus ludiques, un peu plus intéressants pour déjà permettre cette conscience du risque et ensuite de capter les populations pour transmettre d'autres éléments. Des moyens plus ludiques, je pense notamment à des applications qui peuvent être utilisées, des serious games, donc qui peuvent être utilisées au sein des écoles, des lycées, mais également au sein de l'université. Mon directeur de thèse, Hervé Flancard, avait mis en place ce type de serious game qui mettait même à disposition de certains étudiants, mais également pour des professionnels au sein des collectivités, au sein d'ateliers qui sont organisés pour sensibiliser aussi les professionnels, leur mettre des outils à disposition pour ensuite mettre en place des ateliers au sein des maisons de quartier, des réunions, etc. Donc des serious games, également des escape games, c'est des choses qui se font aussi aujourd'hui, depuis quelques années même déjà. C'est-à-dire, par exemple, les habitants sont dans un quartier de la ville, ils reçoivent des instructions sur leur téléphone en disant bon ben voilà, c'est des habitants qui sont préalables inscrits à une session de jeu d'escape game et ils ont 60 minutes pour essayer d'aller dans tel coin de la ville, pour essayer ensuite de mettre en place des choses pour échapper à l'inondation. Et en fait, à travers cela, on transmet toutes des infos comme les consignes de conduite à tenir, les endroits où on peut aller pour se réfugier, jusqu'où l'eau est montée lors des précédents événements. Et donc, on transmet des informations comme ça aussi.
Donc, pour synthétiser, en fait, il y a différentes façons de faire. Ça peut se faire de manière informelle pour les habitants entre eux, mais aussi de manière plus formelle par les pouvoirs publics. Et donc là, à ce moment-là, on peut passer par des réunions de sensibilisation. On va en discuter, des témoignages, comme je l'évoquais précédemment, transmettre des outils réglementaires, envoyer des médiateurs à domicile pour en discuter, mettre en place des choses ludiques comme des expositions, des spectacles aussi, ça c'est déjà fait. Des compagnies sont spécialisées là-dedans pour présenter les spécificités de l'inondation et les événements qu'ont vécu les territoires. Des escape games, serious games, etc. Donc il y a plein de façons de faire, mais il faut se poser autour de la table à un moment donné et dire bon bah voilà, on va essayer de mettre peut-être un peu plus d'éléments pour favoriser cette culture du risque qui tend à être oubliée si elle n'est pas alimentée, ce d'autant plus pour l'inondation. Nicolas, une dernière question, question courte s'il vous plaît, puis une réponse courte. Oui, j'ai une question anonyme. Bonjour, avez-vous tenté de comparer vos travaux avec les nombreuses réflexions qui ont mené après la tempête Cynthia? Des historiens comme Emmanuel Garnier, Thierry Sozo se sont intéressés à cette question de transmission de la mémoire des risques. Réponse rapide, s'il vous plaît. Réponse rapide. Bah oui, fondamentalement, c'est même presque le point de départ de la thèse, cet événement Xynthia que j'évoque tout de suite. Donc oui, c'est un événement incontournable et qui a fait couler beaucoup d'encre. Et donc comparé avec ces éléments-là, je ne l'ai pas encore fait. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que même dans le cadre de Xynthia, la mémoire du risque impacte la perception, certes, mais dans certaines mesures. En fait, j'étais en contact avec un bureau d'études qui, eux, était chargé de refaire les nouvelles zones réglementaires pour définir justement les zones à risque après Xynthia. Donc, vous imaginez bien qu'avant et après Xynthia, les zones étaient peut-être un peu plus conséquentes. Et donc, ils ont fait une réunion publique pour venir présenter ces nouveaux zonages, donc qui impactaient fortement les habitations qui étaient proches qui étaient situées sur place. Et en fait, les habitants, on pourrait croire que comme ils ont vécu l'inondation, il y en a certains pour qui leurs voisins ont été inondés, ils ont connu peut-être même des personnes qui sont décédées, etc. On pourrait croire que ces personnes-là qui ont vécu directement l'événement disent bah oui, c'est normal, on a un zonage réglementaire important. Bah non, au contraire, en fait, le bureau d'études, lors de cette réunion publique pour présenter ce nouveau zonage, s'est fait incendier en disant mais vous vous rendez pas compte, on va perdre beaucoup d'argent, etc., etc. Donc ça veut dire qu'en fait, la dévaluation du bien passer au-delà encore de l'expérience de l'événement qui pourtant était déjà en soi, pouvait être traumatisante. Donc en fait, on voit bien qu'il y a différents enjeux qui interviennent dans cette perception du risque et que, eh bien, sans surprise, dans notre société, je vais la généraliser, on pourrait dire notre société, mais dans notre société, eh bien oui, effectivement, l'argent passe au-delà de beaucoup de choses et prend une place très importante que l'on retrouve effectivement même dans la perception du risque. Je vous remercie Nicolas pour cette présentation. Je remercie aussi les participants en présentiel et en distanciel pour toutes ces questions. Avec Nicolas Verlinde, on avait donc une analyse qui était donc interdisciplinaire, comme je le disais au départ, mais quand même avec une orientation géographique qui était assez forte, en tout cas qui apportait une dimension géographique dans son analyse, avec notamment cette dimension, cette perception du risque variable suivant les lieux de résidence, avec une typologie des habitants, résidents, préoccupés, engagés, ancrés, mais également, donc il y avait une dimension géographique territoriale forte, il y avait également une dimension mémorielle qui a été prise en compte, qui a été l'objet de nombreuses questions. Et donc c'est intéressant parce que cette question mémorielle, c'est l'objet de la présentation suivante. Alors, je vais introduire maintenant Pierre Dias. Pierre Dias, c'est un psychosociologue, docteur en psychologie sociale et environnementale, qui a fait une thèse sur également un risque d'inondation. Cette fois-ci, ce n'est pas Dunkerque, cette fois-ci, c'est le Gros du Roi et le Port Saint-Louis. Donc, on passe du nord au sud de la France. Le risque d'inondation est le même. Les questions, il s'agit également de rendre sensible une population locale à un risque qui est un risque réel, celui d'inondation. Le public ici n'est pas tout à fait le même dans ce travail de terrain de Pierre Dias, puisqu'il va s'intéresser aux gestionnaires de ces risques-là, gestionnaires qui doivent prendre des actions de sensibilisation et doivent également prendre des actions de protection. Et Pierre Dias va étudier cette question de la perception du risque à partir de la question de la mémoire. Quelle mémoire se transmettre
les gestionnaires de ce risque-là, y a-t-il une reconstruction mémorielle collective? Y a-t-il pas également un oubli de risque précédent? Là aussi, donc on reprendra la même question là, y compris de la part de personnes qui sont pourtant dont le travail est de gérer de grands risques d'inondation, au point que on peut se demander, c'est ce que demandera Pierre Dias, s'il n'y a pas aussi une reconstruction, une façon de rendre cohérent la politique actuelle avec une mémoire qui a été modifiée. Alors je vais laisser Pierre Dias je vais laisser à Pierre Dias la parole. Pierre va faire une présentation de 20 minutes, donc jusqu'à 10h20, après quoi s'en suivra une séance de questions-réponses. Très bien, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci Pierre. Oui, on vous entend. Bon, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour cette présentation qui était très bien. Vous m'avez en partie dédouané de la présentation, donc c'est parfait. Et puis merci pour l'organisation de ce colloque qui a vraiment très stimulant et je suis sûr qu'il va amener des échanges entre disciplines très intéressants. Donc, comme il a été dit, je vais donc vous présenter une étude qui a été faite autour de la mémoire et notamment sur l'influence que peut avoir cette mémoire dans une gestion plus ou moins efficace des risques et plus précisément des risques d'inondation. Donc c'est un travail pluridisciplinaire qui est dans un cadre de recherche pluridisciplinaire que je réalise avec des collègues du laboratoire Espace, donc des géographes, des psychosociologues et aussi des économistes qui travaillent à Montpellier, voilà, comme Nicole Letroudou ou Hélène Révalette. Voilà. Ok. Alors, notre problématique repose sur le fait que les gestionnaires des risques partagent des expériences dans leur territoire et des savoirs. En fait, le partage de ces savoirs, de ces expériences à travers le temps, vont faire qu'ils se souviennent de certaines traditions ancrées dans le territoire, de formes urbaines qui ont pu exister, de certains événements qui sont venus influencer leur pratique actuelle. La construction de cette mémoire, donc de ces souvenirs de traditions, d'événements qui ont marqué le territoire, de formes urbaines, ou alors le souvenir ou l'oubli justement des traditions, de formes urbaines ou de certains événements précis, en fait la construction de cette mémoire permet au quotidien une appropriation et une maîtrise du territoire. Donc, cette mémoire va nous permettre de maîtriser et de pratiquer le territoire, mais la question qu'on va se poser, c'est comment cette mémoire intervient sur la gestion des risques, notamment quand cette gestion est liée à des changements climatiques un peu brutaux, comme on le voit, notamment avec les inondations, et comment cette mémoire peut influencer une gestion des risques et peut-elle la rendre inadaptée. Alors, pour répondre à cette question, nous avons réalisé une étude sur deux villes, donc deux villes qui se trouvent dans le sud de la France, le Grau-du-Roi et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il s'agit de deux villes qui sont toutes les deux de part et d'autre de la Camargue et qui ont l'avantage d'être comparables, puisque c'est des villes qui font à peu près la même taille, qui ont à peu près le même nombre d'habitants et qui partagent à peu près les mêmes caractéristiques socio-démographiques aussi. Alors, ce qui est intéressant dans cette comparaison, par contre, c'est que le Grau-du-Roi, lui, va être une ville plutôt touristique, balnéaire, alors que Port-Saint-Louis-du-Rhône sera plutôt une ville qui est une zone industrielle, portuaire. Et donc, on aura deux villes qui auront deux identités territoriales, en tout cas deux rapports à la mer différents. Pour décrire un peu plus ces villes, donc le Grau-du-Roi, comme je disais, il y avait à peu près 8500 habitants. C'est donc dans le département du Gard. C'est avant tout une station balnéaire. Et chose importante, on note que depuis les années 80, on a à peu près 5 arrêtés CatNat qui sont arrivés dans cette ville, puisque en fait, toute la ville est submersible. Et ou inondable. Donc c'est une ville qui a
où il y a souvent des discussions autour de relocalisation, de nouvelles constructions et des reculs stratégiques afin de pouvoir aussi se protéger des inondations futures. Pour Saint-Louis-du-Rhône, on a à peu près le même schéma, puisqu'on est aussi sur une ville à 8500 habitants. On est une ville aussi qui est à l'embouchure du Rhône, hein, donc avec le Rhône qui passe, qui délimite la ville, donc avec beaucoup d'eau. Depuis les années 80, on observe une dizaine d'arrêtés CADNAT dans cette ville et effectivement, on a les mêmes problématiques puisque c'est une ville qui est totalement inondable ou submersible. Et il y a donc la création d'une discussion pareille autour de la relocalisation géographique de l'urbanisme et bien sûr un recul assez stratégique qui est en discussion. Notre méthode. Donc, ce que nous voulions faire dans un premier temps, c'était recueillir une mémoire subjective, la mémoire du territoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce territoire en termes d'inondation ou pas? Donc pour ça, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec les gestionnaires des deux villes. Donc, nos entretiens se composaient de 3 thèmes principaux. On essayait tout d'abord d'aborder la mémoire des événements qui avaient lieu dans leur territoire. Donc, quels sont les événements qui sont venus marquer votre territoire dans leur évolution selon vous, selon les gens qu'on interroge toujours? Quelle était l'identité du territoire selon les gestionnaires interrogés? Donc, ils nous expliquent un petit peu comment ils se représentent justement leur territoire. Et quelle était la prévention et la gestion qu'ils mettaient en place actuellement autour des problématiques d'inondation et de submersion. Cette mémoire subjective, nous cherchons aussi à la comparer avec une contextualisation. C'est-à-dire qu'on cherche à contextualiser la mémoire par quelque chose de plus objectif, donc par un travail de synthèse cartographique et un travail d'archives qui va nous permettre de voir l'évolution temporelle de l'urbanisme dans le territoire, l'évolution temporelle des événements plus ou moins catastrophiques, ou en tout cas des aléas qui ont touché le territoire dans le temps, et aussi des localisations des aléas, dans quel endroit de la ville elles ont pu avoir lieu. Alors, pour information, c'est une étude qui est encore en cours et qui n'est pas terminée. Donc, pour l'instant, on a réalisé 11 interviews à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc ici, on arrive à un critère de saturation, c'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'on n'avait plus d'informations nouvelles dans la réalisation des interviews. Donc en fait, on a terminé, si vous voulez, le recueil des interviews à Port-Saint-Louis-du-Rhône, puisque de toute manière, ces 11 acteurs, ces 11 gestionnaires représentent de manière quasi exhaustive la totalité des gens qui s'occupent des problématiques d'inondation dans cette ville. Donc il s'agissait, pour information, des personnes qui travaillaient soit à la mairie, soit des personnes qui étaient engagées dans des associations qui étaient là pour faire de la prévention du risque. Au Gros du Roi, le recueil n'est pas terminé puisque pour l'instant nous n'avons que 5 interviews. Voilà, on fera quand même une petite comparaison ici qui sera une première comparaison préliminaire. On a un travail de synthèse cartographique, donc comme je le disais, d'évolution des zones d'aléas et des aménagements qui sont en cours de réalisation, et une analyse d'archives, notamment des bases de données CADNAT, donc catastrophes naturelles, qui sont en cours, et surtout aussi une analyse des coûts que peuvent engendrer tous ces événements, et un peu pour comprendre quelle est la dynamique économique et quel est le poids de la dimension économique dans tout ça, qui est également toujours en cours, donc on laissera un peu de côté aujourd'hui dans la présentation. Tout ça, cette démarche a pour but de vérifier l'importance de l'identité de territoire dans l'élaboration de pensées sociales liées au risque. Pour le dire autrement, on va essayer de comprendre comment le fait d'être ancré dans un territoire va venir façonner, expliquer ou même, comment dire, ça façonner la manière dont pensent les gestionnaires et du coup la manière dont ils agissent. Alors, en ce qui concerne nos résultats, tout d'abord, on se rend compte dans les 2 communes qu'il existe un attachement au territoire très très fort et une identité territoriale très forte. Alors, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, cette identité territoriale est enracinée dans les traditions et les pratiques traditionnelles, notamment les pratiques de chasse et de pêche.
Donc en bleu ici, vous avez des extraits d'entretien. Et donc là, c'est des gestionnaires qui, pour nous parler de leur ville, vont nous dire bah, ici, c'est une vie par rapport à la tradition ouvrière docker. Ici, c'est traditionnel. Ils veulent chasser, ils ne veulent pas avoir des contraintes par rapport à l'écologie. Donc là, vous avez un gestionnaire qui va vous parler des habitants de la ville et qui vous disent bah voilà, si on a surtout des chasseurs qui ne veulent pas entendre parler de réglementation autour de la chasse, qui chassent depuis des années, c'est ancré depuis longtemps, c'est comme ça. Et on a là un gestionnaire qui va nous dire ouais, bah ici, après, il y a des chasseurs. Il y a les bons chasseurs, il y a les mauvais chasseurs. Donc là, il va nous faire une blague, mais qui veut aussi dire que, bah, effectivement, j'ai conscience que dans cette ville, il y a des habitants qui sont des mauvais chasseurs, donc qui ont des pratiques plutôt voilà, discutables, on va dire, autour de l'écologie ou autour de l'attention qu'ils peuvent porter sur les différents risques. Mais voilà, ici, c'est comme ça. C'est un pays de chasse avant tout. Et cette identité de tradition, elle est, ce qui est important, transmise de génération en génération. Ici, pour le Gros du Roi, vous avez aussi donc une identité territoriale très forte, mais qui va s'enraciner dans une autre dynamique, c'est-à-dire là, elle va s'enraciner dans l'économie de tourisme. Donc là, vous sentez que pour décrire votre ville, bah, c'est l'économie de tourisme qui est la chose la plus prioritaire. Donc ici, vous avez des gestionnaires qui vont dire bah, le premier port de pêche chalutière de Méditerranée avec une capacité d'accueil touristique importante pour parler de sa ville. Un deuxième qui va nous dire bah, ici, c'est une ville camarguaise, ville de pêcheurs et effectivement un développement touristique qui aujourd'hui a pris le dessus et un petit peu en matière d'économie. On est considéré comme étant un des plus grands ports de Méditerranée française en matière de pêche. Un littoral à vocation touristique avec la création de ports camargues. Donc on voit que la notion économique est toujours très importante, ce qui n'était pas du tout le cas à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc vraiment deux ancrages territoriaux très différents, on pourrait dire deux identités territoriales différentes. Pour aller un peu plus loin dans les résultats de Port-Saint-Louis, donc quand on revient spécifiquement sur les gestionnaires de Port-Saint-Louis, on se rend compte qu'ils ont très peu d'événements en mémoire. C'est-à-dire que lorsqu'on va leur demander de nous parler du passé de leur ville, ils vont nous parler de très peu d'événements. Et ils vont avoir tendance, en plus, à les minimiser. De souvenir, il me semble que les gestionnaires de Port-Saint-Louis vont évoquer 3 ou 4 événements, dont un petit tsunami qu'il y a eu dans les années 80. Et même quand ils vont parler du tsunami, ils vont tendance à avoir le minimiser. C'est-à-dire, ils vont parler d'un gros emprunt. Donc, ils ne vont même pas utiliser le mot tsunami, ils vont gros emprunt. Ou de quelques inondations, soit par la mer, soit par les pluies, qui ont eu lieu dans les années 90 et 2010. Donc voilà, 2-3 événements qui reviennent et qui sont minimisés à chaque fois. Donc pour vous donner quelques exemples, ici j'ai mis des extraits d'entretien. Mais il y a eu certaines personnes, l'eau, elle rentre chez eux, donc ils ont appris à vivre avec. Quelqu'un qui dit oui, on est inondé, mais en même temps, c'est pas grave. Si on doit mettre de l'argent pour un risque qui va peut-être arriver, est-ce que ça vaut le coup? Donc là, vous avez un gestionnaire qui vous dit est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'argent dans de la prévention de risque, vu que comme c'est un risque, on n'est pas sûr qu'il arrive. Ouais, bon, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais on est habitué. Mais la ville n'a jamais été touchée par les inondations. Donc voilà, vraiment ce côté, on minimise le risque, on est habitué, on sait faire. Et surtout, même des gens qui sont en train de dire non, on n'est même pas touché du tout par les inondations, ça ne rend pas un problème. Avoir 10 cm d'eau dans la rue, c'est pas ce que nous, on appelle des inondations. Alors, cette minimisation, ce qui est intéressant, et comme j'ai commencé à dire, c'est qu'elle repose sur un savoir qui est assez vernaculaire, c'est-à-dire un savoir qui se transmet entre les habitants de génération en génération. Alors, les gestionnaires le disent par eux-mêmes, ils le disent, ici les gens, ils ont l'habitude, ils gèrent. Quand le Rhône, il monte, il faut aller regarder les 3 marches qui sont à côté de l'écluse. Donc là, vous avez un gestionnaire qui vous parle d'un ancrage territorial, c'est-à-dire d'un marquage incarné dans le territoire, c'est-à-dire une petite marche qui était dans le Rhône, et qui dit, voilà, on le sait depuis des générations en génération, si l'eau est en dessous des marches, tout va bien, si l'eau est au-dessus des marches, à partir de là, on commencera à paniquer. Mais tant que ça n'arrivera pas, on n'a pas de souci. Quand vous allez vers la plage Napoléon, donc la plage Napoléon, c'est la plage de la ville, il y a toujours des montées des eaux. Donc la tradition des caminots fait que les gens sont habitués à la montée
ils gèrent. Donc, comme je vous le disais, c'est un territoire de chasse, et donc il faut savoir que la plupart des gens ont des cabanons là-bas, c'est-à-dire des petites cabanes de chasse et de pêche qui sont construites au milieu des marais, au bord du Rhône, entre la mer et le Rhône sur des marais, donc ils sont tout le temps inondés, régulièrement. Et enfin, le repère des petits vieux nous aide là-dessus, donc très clairement, vraiment un savoir vernaculaire. Nous, on sait gérer, et ça fait plusieurs générations qu'on sait gérer, donc on minimise. Au Grau-du-Roi, on va avoir une dynamique un peu différente. Alors, on va aussi retrouver une minimisation du risque, mais qui va passer par d'autres processus. C'est-à-dire que là, vous avez des gestionnaires qui vont vous dire, bah ici, on a tendance à ne pas se sentir concerné. Alors, par exemple, vous avez un gestionnaire qui va dire, ici, on est protégé, la commune n'a pas de culture du risque lié à la mer. Vous en avez un autre qui va dire, encore une fois, on n'est pas sous pression et on n'est pas inondé, enfin. Il ne faut pas laisser sous-entendre que le Grau-du-Roi est impacté sérieusement par les submersions ou les crues de fleuves. Donc là, vous avez déjà un gestionnaire qui vous dit, bah, on a un enjeu économique, si on commence à laisser se dire, et si on laisse entendre qu'on est inondable, on va perdre en fait cette culture, on va perdre cette identité économique, enfin touristique qu'on a. Et enfin, on ne sent pas un risque majeur, on est moins exposé que, je vous dis, que toutes les autres stations qui sont en face au coup de mer. Donc là, c'est assez classique, hein, nous on est toujours moins exposés que les autres, donc on minimise sa propre situation pour sauvegarder aussi son identité. Donc ils ont une stratégie un petit peu différente, ils minimisent, mais eux, ils évoquent très peu d'événements aussi, hein, et ils affirment que le territoire et l'économie du territoire, de toute façon, sont préservés de ce risque. Donc je vous ai mis d'autres exemples aussi. Aujourd'hui, on a une plage constituée au devant de cette digue construite pour se protéger. Nous avons une zone, on va dire, d'amortissement. Donc voilà, on a des ressources économiques, on peut se protéger, on a des digues, on a des constructions, donc on risque plus d'être inondé. À ce moment-là, c'est plus la peine de vivre sur la commune du Grau-du-Roi. Il faut dire, on abandonne, on baisse les bras, on arrête de venir sur la plage, on arrête de venir faire des touristes, on arrête de pêcher, on arrête de s'installer et on se retire. Donc là, vous avez un gestionnaire qui vous dit, bah, si on était inondable, vraiment, bah, on arrêterait tout. Et on arrêterait de vivre comme on le fait. Les villes, il faut qu'elles continuent à vivre, car à un moment donné, il y a toujours du développement que les entreprises travaillent. Et enfin, mais cette submersion marine permanente, les habitants n'y croient pas vraiment. Donc on voit bien qu'on est aussi dans une stratégie de minimisation, mais qui ne passe pas du tout par les mêmes stratégies. Donc ici, on est vraiment autour d'une identité de développement économique et touristique du territoire qu'il faut absolument préserver. Très rapidement, lorsqu'on objective cette mémoire, ne serait-ce que par des cartes officielles de zonage du PPRI, c'est-à-dire du plan de prévention d'inondation, et ben, en fait, on se rend compte que ce soit pour le port Saint-Louis ou pour Grau-du-Roi, on a deux communes complètement submersibles, puisqu'en rouge, vous avez les zones qui sont fortement touchées par les inondations, et en bleu, vous avez les zones touchées de manière importante et urbanisées. Donc en fait, autant dire que vous avez la totalité de la ville qui risque en fait des aléas d'après les zonages officiels. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir? En fait, pour résumer, on vient de voir chez les gestionnaires de Port-Saint-Louis qu'ils ont une identité littorale très forte, basée sur les traditions de chasse et de pêche, et que cet ancrage de cette identité basée dans les traditions font qu'ils ne vont pas considérer en mémoire la pluralité des inondations vécues dans le territoire. En fait, ils vont minimiser les souvenirs, ce qui va aussi leur permettre de garder une cohérence avec leur savoir et leurs pratiques traditionnelles actuelles. Et en minimisant les souvenirs, on va aussi minimiser de fait l'impact futur, c'est-à-dire la projection dans le futur. Et chez les gestionnaires du Grau-du-Roi, on a aussi cette minimisation du risque, mais qui, elle, est cohérente avec l'identité économique, de développement économique actuel. Et ici, vous avez des gestionnaires qui vont affirmer même que le risque pourrait venir impacter ce développement économique. Donc là, il y a une cohérence qui se crée entre le temps, c'est-à-dire on va minimiser les souvenirs dans le passé pour sauvegarder notre identité de développement économique actuel, et du coup, on va aussi se projeter dans un avenir qui est très peu risqué, puisqu'on n'accepte pas
que le risque vienne attaquer cette identité. En fait, dans les deux cas, ce qu'on observe, c'est la construction d'une mémoire qui est consistante selon les enjeux du présent. C'est-à-dire sur les enjeux actuels du territoire qui vont venir déterminer, en tout cas influencer la construction d'une mémoire sélective. Et cette mémoire va venir créer une consistance, une continuité dans le temps, qui fait que les gestionnaires vont se projeter dans le futur en minimisant les risques, c'est-à-dire en faisant une gestion où ils se disent, de toute façon, et de manière sincère et inconsciente, ils vont se dire, de toute façon, on ne risque plus tellement grand-chose dans le futur. Pour terminer, ce sera ma dernière diapositive. En fait, on remarque la construction d'une représentation du risque qui est assez classique, qui sert à minimiser le risque. Donc, tout à l'heure, on parlait de biais cognitifs. Donc là, on a vraiment une reconstruction de la pensée sociale qui vient faire baisser le niveau du risque et qui permet de se défendre, donc de vivre de manière plus sereine et de s'approprier son territoire. En fait, on va parler d'une consistance entre le passé, le présent et le futur. Comme je vous le disais, c'est les enjeux du présent qui vont venir déterminer la construction du passé dans la tête, dans la pensée sociale. Et cette pensée sociale va venir impacter la gestion future des risques qui peuvent potentiellement arriver. Il s'agit d'une continuité collective en mémoire qui a à la fois une dimension culturelle et historique. C'est-à-dire que en fait, les gestionnaires vont faire en sorte de garder une relation causale, c'est-à-dire de donner une cohérence entre ce qui est arrivé dans le passé, ce qui arrive aujourd'hui et ce qui arrivera plus tard. Donc là, vous avez des représentations du risque qui sont liées à une construction de la mémoire et cette pensée sociale globale s'incarne dans les pratiques et les gestions et se situe, et c'est ce qui est très important à mon avis, dans les enjeux d'un territoire donné. Et donc, ce serait très dur de comprendre la gestion d'un territoire si finalement on ne s'attache pas à comprendre aussi et beaucoup l'identité de ce territoire. Et enfin, nous, ça nous a soulevé des prochaines questions pour la suite. Partant donc de ces résultats, on se demande si considérer la pluralité des événements en mémoire viendrait renforcer la trace des risques. C'est-à-dire tout à l'heure, on voyait des gens qui dessinaient des cartes mentales, donc leur représentation des lieux dans leur territoire où avaient eu lieu les risques. Eh bien, s'ils avaient toutes les localisations, tous les risques en mémoire, est-ce que finalement, ils auraient une meilleure gestion pour le futur? Et enfin, chose très importante, c'est que s'ils avaient considéré tous ces événements en mémoire, eh bien, il y aurait peut-être une rupture de l'identité, c'est-à-dire que ça viendrait finalement les empêcher de créer cette continuité d'identité territoriale, et du coup, ça deviendrait une menace identitaire. Donc l'explication qu'on a ici, c'est de dire que, en fait, on est face à une menace identitaire, et pour se protéger de cette menace identitaire, les gens préfèrent oublier, ou même se projeter dans un avenir moins risqué, pour garder justement leur tradition, leur culture, ou en tout cas leurs habitudes à l'instant T. Bien. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Un petit peu. Alors, du coup, ça réduira un tout petit peu le temps des questions. Merci Pierre pour cette présentation. Il y avait quand même un fil conducteur entre les deux premières présentations, à la fois sur le risque traité, mais également sur la dimension mémorielle. Mais même s'il y a un fil conducteur, on voit bien que l'approche n'est pas exactement la même, puisque parmi les notions qu'a développé Pierre, on a la notion de reconstruction mémorielle. La mémoire, c'est pas quelque chose de difficile, c'est une reconstruction permanente qui fait qu'on peut parfois redéfinir les souvenirs passés pour être en cohérence avec son identité présente. Ça, c'est un des apports de la psychologie sociale. Mais également, j'ai entendu quelque part ce que Léon Festinger également avec son concept de dissonance cognitive qui a aussi été utilisé comme source d'explication des résultats de Pierre Dias. Voilà, donc une autre approche qui montre bien l'intérêt et la complexité de la gestion des aléas, puisque l'humain est influencé et s'auto-influence lui-même de plein de façons différentes. Alors, comme précédemment, parole au public, soit par des questions sur la conversation, soit par des mains levées.
Nous avons le temps pour une ou deux questions. J'ai une question. Benjamin. Oui, j'ai une question, si je peux. J'ai suivi cette présentation avec intérêt et il y a quelque chose qui me fait interroger et fait l'attention que peut-être vous pouvez répondre. Je vois que dans les deux cas, si je comprends bien, il y a minimisation des risques. Et là, c'est quelque chose que on a une tendance de trouver dans presque toutes les situations. Donc, à la fois que vous avez trouvé quelque chose qui est, on sait déjà, mais la façon de le trouver, c'était très fort. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est que qu'est-ce que vous pouvez suggérer en pratique pour briser cette minimisation? Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, dans l'environnement local? On voit qu'ils sont ancrés au moins en partie dans le territoire. Est-ce qu'il y a quelque chose avec le sens de place qui pourrait aider à changer cet avis pour arriver à quelque chose plus équilibré? Oui. Ouais, vous répondez vous-même à la question. Hein. Toute l'idée va se créer autour du sens du lieu, effectivement. Et on est vraiment là-dessus. En fait, là, on a vraiment quelque chose qui fait que c'est finalement l'identité qui vient faire en sorte que le risque est géré de telle ou telle manière pour sauvegarder une identité collective, territoriale, sociale, individuelle, etc. Donc, c'est vrai que considérer le risque, et ça, on va le voir dans quasiment partout, tous les territoires où on interroge, c'est toujours une menace identitaire. Pour des raisons différentes à chaque fois, c'est-à-dire que le contexte va être différent, les menaces ne sont pas toujours pareilles, mais c'est souvent perçu comme une menace identitaire. Et du coup, il faut travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'il faudrait changer l'identité territoriale des lieux. On pourrait parler d'identité de lieu, même si je peux faire le sens du lieu, mais voilà, il faudrait travailler sur le sens du lieu et faire en sorte que les gens aient un autre rapport. En fait, travailler sur le rapport avec l'espace géographique. Vraiment. Et en fait, changer, essayer, j'ai pas d'outils tout prêt à proposer qui serait magique, mais en tout cas, peut-être faire des concertations et dans le temps, essayer de faire évoluer le rapport que les gens entretiennent avec leur territoire et avec leur lieu, avec l'espace géographique de manière générale. Alors, ça se fait aussi, hein, on le voit en parlant de mémoire, on marque des fois l'espace géographique des anciens événements. On laisse un monument pour se rappeler, on laisse un marquage sur un mur du Montée des Eaux, etc. Donc c'est aussi, je pense, ça contribue beaucoup à changer ce rapport au lieu et à faire en sorte qu'on n'oublie pas et qu'il s'intègre et qu'il soit présent et que ça fasse partie finalement du lieu. Et du coup, ce soit plus une menace identitaire de le considérer. Donc on pourrait voir ça comme ça. Alors, je vais laisser une dernière question là pour cette séance avant la pause. Si vous avez des questions, ensuite vous avez les coordonnées des intervenants, donc vous pouvez leur poser des questions par mail ou par la conversation. N'hésitez pas. Donc, pour la dernière question, je vais laisser la parole à Éléonore Mérour qui fait une thèse doctorat en sciences de gestion sur la gestion des risques volcaniques. Bonjour Monsieur Dias, j'ai été ravie de participer à votre conversation, à votre présentation, pardon. Donc moi je suis doctorante en sciences de gestion et je travaille précisément sur la construction de sens dans un dispositif de gestion du risque. Mon terrain est à Arequipa, au Pérou. Et donc vous parlez de pensée sociale dans votre présentation et j'aurais souhaité savoir ce que vous entendiez par pensée sociale et si vous y accoliez un concept des auteurs derrière cette notion de pensée sociale. Je vous remercie. Merci. Alors oui, c'est vrai que c'est un jargon, j'ai l'habitude d'utiliser, j'aurais peut-être dû le définir. La pensée sociale, c'est vraiment propre, donc c'est une notion très propre à la psychologie sociale, à la discipline à laquelle j'appartiens. En fait, ce qu'on va vouloir dire par la pensée sociale, c'est l'ensemble des mécanismes cognitifs, si vous voulez, qui vont se mettre en place, qui fait que vous allez développer une pensée. Donc quand on va parler de représentation, on va parler d'une pensée sociale. Quand on va parler de mémoire, on va parler d'une pensée sociale.
la catégorisation va venir intervenir dans la pensée sociale, etc. etc. Donc tout ça, c'est vraiment la pensée. Et à chaque fois, là, quand je parlais de pensée sociale, c'était pour englober justement de manière rapide la représentation et la mémoire. Parce que pour moi, c'est des choses qui sont imbriquées. On ne peut pas se rappeler sans se représenter et on ne peut pas se représenter les choses sans se rappeler. Voilà, donc toute une question d'encodage et en mémoire et après de restitution, d'extériorisation de la pensée. Donc c'est ça qu'on appelle la pensée sociale. Et si vous êtes curieuse de savoir ce que c'est, même si j'ai pas d'auteur précis là à vous donner tout de suite, c'est quasiment tout le champ de la psychologie sociale qui aborde cette notion. Merci Pierre pour cette réponse. Merci aux deux premiers présentateurs, Nicolas Verlaine et Pierre Dias, pour voilà, une première partie de séance qui a bien introduit les enjeux du colloque de ces 2 jours. Alors, il est l'heure de faire une première pause. Nous nous retrouverons à 10h45 pour une présentation de Brice Mollo. Alors, je demanderai à Brice de se connecter un tout petit peu avant. Et pour les autres, à bientôt dans 15 minutes environ.